obtenu. Afi Nguessan Pascal, 4492 voix, soit 99,34%. Dago Godé Pierre, 30 voix, soit 0,66%. À l'issue du 5e congrès ordinaire du Front populaire ivoirien, Pascal Afi Nguessan a été reconduit à la présidence du parti avec un score sans appel, confirmant ainsi son leadership face à l'absence de son rival Dago Godé Pierre. Ce congrès marque un tournant décisif pour le FPI qui a également désigné Afi Nguessan comme son candidat officiel pour la présidentielle 2025. Dans une atmosphère chargée d'enjeux politiques et de défis internes, le président fraîchement réélu s'est exprimé face à la presse. Au cours de cet entretien, il a abordé des sujets majeurs tels que les difficultés liées à la perte du pouvoir, les relations controversées avec le RHDP, les récents épisodes de crise au sein du parti, ainsi que des questions régionales, notamment la situation de l'Alliance des États du Sahel, AES, et la détention de Mohamed Bazoum, l'ancien président du Niger, membre de l'Internationale socialiste. Bonsoir, Président. Bonsoir. Je suis Émile Yao de Radio de la Paix. D'abord, félicitations pour votre brillante réélection. Je viens de courir, donc je suis un peu essoufflé. Alors, 99% des suffrages vous ont été accordés, vous êtes réélu à la tête du FPI. Comment est-ce que vous ressentez cette élection et surtout en tenant compte du taux de 99%? Ok, noté. Seconde question. Bonsoir, Président. Moi, c'est Fidèle Kwame du journal Le Patriote. Président, hier, vous avez dit, concernant votre rupture avec le RADP a opposé une fin de non-recevoir à notre proposition de séminaire national pour dresser le bilan de la réconciliation nationale. Le RADP a tourné le dos à la réconciliation nationale. Est-ce c'est-à-dire la base de votre rupture avec le RADP, Monsieur le Président? Merci. Bonsoir, Monsieur le Président. Je suis David Bédia de Canal Ivoire. Dans les motions, j'ai cru entendre une motion en faveur de l'AES. Et on sait que vous parlez beaucoup, vous avez dit tout à l'heure même de votre ami Mohamed Bazoum sur sa condition de détention. Alors vous, président de la République de Côte d'Ivoire en 2025, comment est-ce que vous comptez créer cette relation avec l'AES quand on sait que l'AES considère un ennemi interne de la fédération qui est Mohamed Bazoum? Comment vous comptez intercéder pour lui et puis en même temps avoir un partenariat avec l'AES? Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Merci. Ok. Abdelaziz Diallo, RFI. J'ai deux questions. Ma première question, Monsieur le Président, votre élection à la tête du parti s'est faite sous fond de tension marqué par une dissidence. Quelle réaction vis-à-vis donc de ce mouvement qui s'est formé dans la foulée de l'organisation de ce congrès? Et puis la deuxième question, la première grande étape pour les élections présidentielles, c'est bien sûr la révision de la liste électorale. Et justement, la CEI annonce une prolongation de, je crois, une semaine. Que pensez-vous de ce délai? Est-ce suffisant? Quel commentaire faites-vous? Merci. Quelqu'un d'autre? C'est bon? Président. Monsieur le Président, je pense que les journalistes n'ont plus de questions à vous poser. Ok. Vous avez la parole. Merci. Quel sentiment par rapport aux 99% du suffrage que les camarades congressistes ont bien voulu m'accorder à l'occasion du renouvellement de mon mandat à la tête du parti? Je crois que ces 99% sont surtout adressés aux Ivoiriens qui ont assisté ces dernières semaines
à ce que vous avez qualifié de dissidence et pour bien indiquer que même si ce phénomène, nous l'avons observé, c'est un phénomène marginal à l'intérieur du Front populaire ivoirien. C'est décevant. Nous aurions pu faire l'économie de ce bruit, mais ce bruit, comme vous le notez, est véritablement issu de personnes qui n'ont pas véritablement d'ancrage dans le parti et dont les positions ne sont pas véritablement comprises et soutenues par le parti. Et je crois que ce chiffre ne devrait pas surprendre, puisque même au niveau du comité central, lorsqu'il s'est agi d'apprécier le comportement de celui qui avait osé traduire le parti en justice, vous avez certainement noté que seulement 3 camarades, sur près de 300 camarades, ont refusé qu'il soit sanctionné. On dit non à la décision de sanction. Donc, c'est dire que c'est un phénomène marginal. Et ces 99% témoignent de la confiance que les camarades me témoignent aussi, m'accordent à la tête du parti. Parce qu'ils savent le travail que je fais depuis près de 30 ans pour le Front populaire ivoirien. Ils savent les sacrifices que j'endure, que j'ai endurés, la détermination que je mets à défendre le Front populaire ivoirien. Ce n'est pas facile de diriger un parti comme le Front populaire ivoirien, surtout après la grave crise qu'il a connue en 2010-2011. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de relever un parti et dont celui qu'ils ont porté à la tête du pays s'est retrouvé à l'issue d'une élection présidentielle chaotique, s'est retrouvé à la CPI. Le parti complètement désorganisé, déstructuré, tous les cadres, soit en prison, soit en exil. Et il faut reprendre. Dans un contexte où celui qui a gagné l'élection, enfin qui a pris le pouvoir, dans la violence, s'est accaparé, a profité de cette désorganisation du paysage politique pour s'accaparer tout le pouvoir et pour s'enraciner. Je me rappelle que lorsque je suis sorti de prison en 2013, même aller sur le terrain, ce n'était même pas envisageable. Personne ne pouvait se promener à Abidjan ou à l'intérieur du pays avec un t-shirt Gbagbo ou FPI. C'était en 2013 déjà. Comment réveiller tout ce monde? Comment réorganiser le parti? Le parti a été absent aux élections de 2012 législatives, donc il n'était même plus dans les institutions. C'est cet héritage que j'ai eu quand je suis sorti de prison. Beaucoup de gens parfois l'oublient, oublient d'où nous sommes partis. Nous étions dans les profondeurs du paysage politique. Nous sommes descendus aux enfers en 2011-2012. Et aujourd'hui, un peu comme le Christ, nous sommes en train de ressusciter, de monter au ciel et d'aller nous asseoir dans le fauteuil présidentiel. Donc ce processus, il n'est pas aisé. Et je crois que les 99% sont la manifestation, je dirais, de la reconnaissance que les camarades me témoignent pour avoir été là à ce moment-là et pour avoir fait tout ce que j'ai fait de manière à ce que le parti ne sombre pas. Voilà ce que je peux dire personnellement, modestement, et c'est pourquoi je leur témoigne toute ma reconnaissance, parce qu'ils ont apprécié à sa juste valeur le travail qui a été fait jusqu'à présent. Alors, la base de la rupture du partenariat avec le RHDP. Oui, je crois que j'ai eu déjà à le dire, que le partenariat a été bâti sur 2 piliers, la réconciliation nationale et les élections locales. Je l'ai déjà expliqué, parce que nous n'avons pas
l'habitude de d'avoir la langue de bois, de marquer, de camoufler nos intentions. Si nous avons fait le partenariat avec le RHDP, c'était pour avancer sur le plan électoral et institutionnel. C'était pour avancer. Parce qu'on pensait que le RHDP, dans le cadre d'un partenariat, pouvait nous aider à avancer. En compensation de ce que nous aussi, nous allons lui apporter pour consolider sa position. Parce que le RHDP a domine la vie politique nationale. Mais il ne contrôle pas toute la vie politique. On ne peut pas dire qu'il n'a aucune faiblesse, qu'il n'a besoin de personne. Le RHDP ne peut pas dire cela. Le RHDP a besoin aussi de partenariat. Ne serait-ce même que pour améliorer son image dans l'opinion. Ne serait-ce que pour symboliquement ne pas se sentir seul contre tous, contre toute l'opposition. Pour cela, le RHDP a besoin d'un partenaire. Mais nous aussi, nous avons besoin d'un partenaire. Parce que sorti des profondeurs de la vie politique nationale, comme je l'ai indiqué, émerger, nous ne pouvons pas le réussir tout seul. Même si nous pouvons le réussir, un partenariat peut nous permettre d'avancer plus vite. La politique, elle est faite de mutualisation des moyens, de compromis. Voilà les deux raisons. Le RHDP pouvait nous aider, ne serait-ce qu'à avoir 2 ou 3 communes. Qu'est-ce que ça change dans la vie politique du pays? Ils ont près de 160 mairies. Qu'est-ce que ça change si nous avions aidé même à avoir 5 mairies? Ce n'est pas parce que vous aurez 5 mairies en moins ou 5 mairies en plus que ça va changer quoi que ce soit à la situation du RHDP. Mais ils ont été incapables de ce petit sacrifice. Bon, quand vous marchez avec quelqu'un qui n'est pas capable de faire même le moindre sacrifice pour vous, vous savez que vous ne pouvez pas compter sur lui. Donc c'est pourquoi nous avons rompu. D'autant que sur le plan de la réconciliation nationale, qui était l'autre pilier du partenariat, ils avaient fait la démonstration que cette question ne les intéressait plus. Donc nous n'avions plus aucune raison d'être là avec eux. Nous n'avions aucune raison. Sauf à apparaître comme, disons, un parti stupide, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui n'a aucune ambition. Or, nous ne sommes pas un parti stupide. Nous savons apprécier les choses. Nous savons apprécier ceux avec qui nous pouvons marcher pour avancer. Mais nous savons aussi apprécier ceux sur qui nous ne pouvons pas du tout compter parce qu'ils ne pensent qu'à eux seuls. Voilà donc pourquoi nous avons rompu. Bon, par rapport à ça, certains camarades ont refusé d'accepter cette réalité. Pour des raisons qui leur sont propres. Certainement des raisons d'intérêt personnel. Parce qu'effectivement, nous pouvions rester là, et puis le RHDP va nous nourrir comme des poulets. C'est-à-dire, nous donne de l'argent tous les mois pour subsister, mais nous n'avons sans aucun espoir de jouer un rôle dans la vie politique ivoirienne. Or, nous, ce n'est pas pour être nourris comme des poulets que nous avons signé le partenariat. Nous avons signé le partenariat pour exister politiquement, pour qu'à l'Assemblée nationale, nous puissions porter notre voix, notre contribution au grand débat sur la vie politique nationale, pour que dans les mairies, nous puissions mettre en œuvre notre vision politique pour aider nos compatriotes. Voilà les deux raisons. Alors, ceux qui croient que la vie politique se résume à des avantages matériels et financiers, et que chaque fois qu'un acteur politique conclut un contrat, c'est qu'il cherche l'argent, évidemment, n'ont pas compris pourquoi on rompt. Mais nous n'avons pas conclu pour avoir de l'argent et vivre de l'argent, au détriment de l'intérêt général.
Nous l'avons fait dans le cadre de l'intérêt général. Et si cet intérêt général n'est plus préservé, n'est plus pris en compte, n'a aucune perspective de promotion, bon, nous devons en tirer les conséquences. Et donc voilà pourquoi il y a eu la rupture. Alors, l'appel à l'assainissement des relations avec l'AES et la question du président Bazoum, injustement incarcéré et victime d'un coup d'État que nous continuons de qualifier d'injuste. Cet appel au gouvernement, c'est pour dépasser les situations d'émotion et s'inscrit dans une logique étatique. S'inscrit dans une logique étatique. Quand il y a une crise, quand il y a des incompréhensions, des divergences, il y a deux possibilités. Soit on se fait la guerre pour solder notre contradiction, soit on recourt à la diplomatie pour trouver un compromis qui soit profitable aux deux parties. Avec les États de l'AES, nous ne pouvons pas dire que nous allons régler la question par la guerre. Mais la situation de ni guerre ni paix dans laquelle nous nous trouvons, la situation de méfiance qui s'est installée entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, et au-delà, entre le Niger et la Côte d'Ivoire, cette situation ne peut pas durer. Si nous, acteurs politiques, nous assistons à cela sans réagir, c'est que nous sommes irresponsables. Parce que qui sont les victimes de ces mésententes diplomatiques? Ce sont les populations, c'est le pays. C'est le commerce entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est la libre circulation des personnes entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina. Ce sont nos intérêts mutuels qui sont compromis parce que nous ne nous entendons pas. Quand il y a mésentente entre deux États, il faut trouver les voies et moyens pour en sortir. Et aujourd'hui, les autorités ivoiriennes ont l'obligation de trouver des voies et moyens pour assainir nos rapports avec les pays membres de l'AES. Au-delà de ce que nous pouvons penser des régimes politiques qui sont en vigueur de ces pays. Au-delà de ce que nous pensons. Que nous soyons d'accord, que nous ne soyons pas d'accord, là n'est pas le problème. Mais ce qui est le problème, c'est que la Côte d'Ivoire et le Mali ne peuvent pas se brouiller trop longtemps. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ne peuvent pas entretenir des relations conflictuelles trop longtemps. La communauté de destin, la proximité géographique, je dirais la fraternité humaine, nous oblige à trouver des solutions. Il n'est pas admissible que le Burkina Faso détienne des militaires ivoiriens aussi longtemps sans qu'on trouve des solutions. Il n'est pas admissible que ces deux pays se suspectent et que les autorités burkinabées aient le sentiment que les autorités ivoiriennes complotent contre elles, mènent des activités, des actions subversives contre elles, entretiennent des opposants qui sont dans des logiques de déstabilisation. Nous ne pouvons pas rester là comme ça à regarder. Il faut trouver des solutions. Il faut d'abord trouver des solutions à ce niveau-là pour restaurer la confiance. Et s'il y a nécessité d'évoluer vers des convergences politiques et démocratiques, de voir comment nous pouvons l'organiser ensemble. Parce qu'effectivement, il y a des problèmes qui se posent de part et d'autre en matière de droits de l'homme, en matière de liberté, en matière de démocratie. Mais ces problèmes-là, ce n'est pas dans la méfiance qu'on les règle. Ce n'est pas dans la suspicion qu'on les règle. On les règle dans l'action commune pour faire évoluer les uns et les autres. Donc c'est pour cela que nous avons pris cette motion pour encourager les autorités ivoiriennes
à assainir les relations entre les pays de l'EAS et la Côte d'Ivoire. Évidemment, cela ne signifie pas que nous renonçons à notre soutien à notre camarade Bazoum, que nous appuyons sa détention que nous considérons comme injuste, le coup d'État dont il a été victime, que nous considérons aussi comme injuste. Mais certainement que si les rapports s'améliorent, il sera encore plus facile de trouver une solution à cela. Et je crois que cette démarche n'est pas nouvelle en Côte d'Ivoire. En 2002, lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée et que la moitié du pays a été occupée, malgré tous les crimes qui ont été commis par les assaillants, c'est dans le dialogue que nous avons recherché la solution à la partition du pays, que nous avons cherché la solution à la normalisation du pays. Et donc, ce dialogue-là, il faut qu'il soit possible entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Alors, élection et dissidence. Réaction. Quelle est la réaction au moment où... Je crois que j'ai répondu à cette question à travers la question de Émile Yao. Mais je ne sais pas si M. Diallo parle de l'élection présidentielle ou bien de l'élection à l'intérieur du parti. Non, je crois que cette élection, et je l'ai dit aux camarades, quand le bureau de séance du Congrès m'a accordé 5 minutes pour décliner mon programme et ma vision, je l'ai dit que cette élection, ce n'est pas pour nous. L'élection du président du parti, ce n'est pas pour nous au FPI. Parce qu'il est évident que, plus ou moins, on pouvait s'attendre à ce que le choix soit celui qui a été fait. Mais ceux qui ont besoin de savoir où en est le FPI avaient besoin d'un score qui puisse montrer que la cohésion du FPI n'a pas du tout été affectée par ce que nous avons connu et qu'on appelle dissidence. Ce score-là, c'est la manifestation de ce que le FPI n'a pas été du tout affecté par la dissidence. Si on s'était retrouvé dans un score de soit 45%, 48% ou même 60%, on peut dire, ah, il y a problème. Voilà. Parce qu'effectivement, la légitimité n'est pas suffisamment affirmée. Certainement que ce score traduit en fait un référendum sur la dissidence, ce que représente la dissidence aujourd'hui au sein du Front populaire ivoirien. Or, comme vous l'avez noté, nous avons enregistré 4532 participants à ce congrès, venant de toutes les régions du pays, de toutes les fédérations du pays. Donc, une participation suffisamment représentative de la réalité politique du Front populaire ivoirien, et cette forte représentation a manifesté son soutien au président, je dirais, qui était en fin de mandat et qui voulait que ce mandat soit renouvelé. Donc le vote, c'est certainement pour Rafi, mais c'est aussi contre la dissidence. Les 99% que vous avez enregistrés. Bon, quel commentaire par rapport à la révision de la liste électorale et à la prolongation d'une semaine qui a été accordée par la commission électorale, par le gouvernement et la commission électorale indépendante. Et évidemment, vous me demandez si c'est suffisant. Je suppose que vous ne vous attendez pas à ce que je dise que c'est suffisant. Mais comme vous, les journalistes, c'est votre métier de poser des questions, même sur des évidences. Je vous dis, bon, vous affirmez que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que le renouvellement de la liste électorale doit se faire tous les ans. C'est ce que dit la loi. Voilà. De manière à ce qu'à l'occasion des élections, tous les Ivoiriens en âge de se prononcer sur les candidatures en jeu puissent le faire. Et le faisant donne une grande légitimité
à l'élection et aux élus. C'est cela. Or, cette préoccupation n'est pas partagée par ceux qui sont au pouvoir. Le renforcement de la démocratie en Côte d'Ivoire, par le renforcement de la liste électorale pour que le maximum d'Ivoiriens se prononcent sur la marche du pays. Depuis qu'ils sont là, personne ne peut garantir que tous ceux qui sont élus le sont de façon légitime. Toutes les élections, il y a ici beaucoup de députés qui ont été élus avec des taux de participation de 15%, de 20%. Beaucoup de députés. Ça veut dire qu'il y a 80% de ceux qui ont participé aux élections, qui n'ont pas voté pour eux. Il faut inverser cette tendance. Il faut renforcer le processus démocratique dans notre pays. Il faut donner davantage de légitimité aux élus et aux institutions. Et donc c'est pour cela que ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que malheureusement, nous allons encore assister en 2025 à une élection qui ne va pas refléter véritablement la volonté générale. Parce que ceux qui vont y participer ne seront pas représentatifs de la volonté générale en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne vont pas participer seront largement plus nombreux que ceux qui participent. Et ça, c'est une grave préoccupation. C'est une grave préoccupation parce que la légitimité, elle est importante pour la bonne gouvernance. Pour la bonne gouvernance. Quand quelqu'un n'est pas légitime, personne ne s'intéresse à ce qu'il fait. Il est le maire, mais la grande majorité des gens n'ont pas voté pour lui. Cette majorité-là ne se préoccupe même pas de ce que le maire fait, se désintéresse de son travail. Ce n'est pas eux qui l'ont élu. Il apparaît un peu comme un fonctionnaire. Et lorsque lui-même il a le sentiment que personne ne s'intéresse à lui, lui aussi ne s'intéresse à personne. Et le développement en pâtit. Parce que c'est quand quelqu'un est légitime et sait que la population attend de lui qu'il fait les efforts pour se mettre à la hauteur des attentes. Quand les gens n'attendent rien de l'élu, l'élu se met au service de ses propres intérêts. Donc c'est pour ça que la question de la liste électorale est une question nationale préoccupante. Et nous espérons que dans les années à venir, cette question va être réglée. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, si demain nous sommes au pouvoir, ce n'est pas 7 millions, 8 millions d'Ivoiriens qui iront aux urnes, c'est au moins 10, 11 millions, parce que nous ferons tout pour que tous les Ivoiriens en âge de voter aient un acte d'état civil et une carte nationale d'identité qui sera gratuite, que chaque année, le processus de révision de la liste s'organise et qu'avec la modernisation de l'état civil, nous puissions rompre même carrément avec le système de révision de la liste électorale, parce que tous ceux qui sont ivoiriens seront dans un fichier électronique. Tous ceux qui naissent en Côte d'Ivoire seront identifiés et enrôlés dans un fichier électronique, et dès qu'ils ont 18 ans, ils basculent directement dans le fichier électoral et qu'on tire et qu'on met à la disposition des équipes électorales. C'est là la modernité, c'est vers là qu'il faut tendre. Et c'est vers là que nous irons demain quand nous serons au pouvoir. Je vous remercie.